reçoit un fidèle du plateau de la web télé Salon CE, Jean-Frédéric Poisson, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, président du Parti chrétien-démocrate. Il a pris la suite de Christine Boutin et un spécialiste du Code du travail, puisqu'il est secrétaire national de l'UMP en charge du travail et de l'emploi. Bonjour Jean-Frédéric Poisson et bienvenue de nouveau. Oui. Et merci pour cette fidélité. Donc à l'Assemblée nationale, l'actualité, c'est la réforme de la formation professionnelle. On n'en a pas encore parlé sur les salons CE. Est-ce que, en 3 ou 4 mots, parce que 2 mots, ça risque de faire un peu court, vous pouvez nous exposer quelle est cette réforme et qu'est-ce qu'elle va toucher exactement? Il y a un volet formation professionnelle qui est de loin le plus volumineux du projet de loi, qui représente la quantité tout à fait respectable d'une centaine de pages. Donc on est sur un texte qui a échappé au choc de simplification, visiblement. Premièrement, il y a un deuxième volet qui porte sur le dialogue social avec l'instauration de la représentativité patronale et un certain nombre de modifications relativement modestes sur le texte de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale. Et il y a également un volet sur le financement du paritarisme dans ce chapitre. Et il y a un troisième volet sur une réforme de l'inspection du travail avec une disposition en particulier qui donnerait le droit à l'inspection du travail de prendre des sanctions administratives alors qu'aujourd'hui, il faut nécessairement passer par le juge pour obtenir entre guillemets, des condamnations. Donc ce sont les 3 principaux pans de ce projet de loi. Il y en avait un 4e qui portait sur la réforme de la prud'homie, qui a été retiré du projet de loi initial et qui sera examiné bientôt, c'est-à-dire ultérieurement, c'est-à-dire plus tard, par le Parlement. D'accord. Alors, voilà. On va parler de la formation professionnelle, puisque ici, on parle beaucoup du paritarisme, on parle beaucoup des autres sujets. On ne l'a pas encore abordé. Cette réforme a quoi comme substance? D'abord, elle instaure un compte personnel de formation, qui est en fait une modification, une évolution du droit individuel à la formation. Les lois Fillon. La loi Fillon, c'est ça. On passe de 120 heures à 150 heures pour alimenter un compte. En réalité, sur une durée qui passe de 6 à 9 ans, mais peut-être par amendement qui sera réduite à 8. Donc en réalité, ça ne change pas grand-chose sur le dispositif initial pour les salariés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir petit à petit la possibilité, à raison de 24 heures par an pour les 5 premières années et de 12 heures par an pour les années suivantes, d'alimenter donc un compte qui leur donne le droit, un droit de tirage en quelque sorte, pour aller suivre les formations de leur choix en étant abondés, financés par ce compte, par ce droit. Ce qui change beaucoup, c'est l'articulation de la gestion de la politique de formation professionnelle qui est maintenant quasiment intégralement transférée aux régions, avec une décentralisation qui n'en est pas tout à fait une, parce que certes, ce sont les régions qui deviennent le pivot de toute l'action de formation professionnelle, mais en même temps, elles ont un droit qui est d'une certaine façon identique à celui que détient l'État jusqu'ici, avec des pouvoirs de contrôle très renforcés par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une forme de décentralisation, recentralisation, enfin qui est une espèce de paradoxe un peu difficile à comprendre. Ce qui explique d'ailleurs et qui rend compte en tout cas de la complexité administrative terrible qui est introduite par ce texte, puisque il y a des contrôles de tous les côtés, des fournitures de documents, des tas de choses comme, seule une conception très collective au mauvais sens du terme de la gestion des affaires publiques peut donner. Oui, il va falloir encore avoir fait l'ENA pour remplir le dossier. C'est pas loin de ça. Je pense que il y a un vrai problème de simplicité de traitement sur cette affaire. Et puis, il y a aussi et surtout le fait que les entreprises de moins de 300 salariés sont, je crois, relativement pénalisées par cette réforme pour une raison simple, c'est que les grands groupes et les grandes entreprises au-delà de 300 vont pouvoir, par accord d'entreprise, dépenser directement l'argent de la formation pour leurs salariés sans abonder un fonds qui serait destiné, lui, à financer d'autres types d'opérations de formation professionnelle. Autrement dit, il y a un fonds qui va être un petit peu constitué pour abonder le financement de tous ceux qui vont alimenter leur compte personnel de formation. Vous avez 150 heures, vous partez en formation, il faut que quelqu'un paye. Qui paye? Réponse, le fonds qui est abondé par la cotisation des entreprises. Quand vous êtes une entreprise de plus de 300, vous pouvez passer un accord d'entreprise ou de groupe pour dire qu'effectivement, vous abondez pas le fonds, vous faites la politique directement chez vous. Moins de 300, vous abondez le fonds. Autrement dit, c'est un texte qui est encore une fois fait pour les grandes entreprises. Encore une fois, ce gouvernement oublie les TPE et les PME qui sont pourtant les premiers pourvoyeurs d'emploi, pourtant les lieux où se trouve de manière la plus vive le besoin de formation professionnelle et d'accompagnement des salariés
avec des moyens réduits qui sont ceux des petites entreprises, on les oublie et je pense qu'on est en train de rater une marche supplémentaire. Alors je me souviens, pour des raisons précises, le premier débat qu'on a fait sur les salons CE, c'était à propos des lois sur le DIF, c'était sur les lois Fillon, où c'était Nadine Morano qui était rapporteure et qui était venue nous expliquer que le DIF, c'était un outil destiné à débloquer l'ascenseur social, puisque par ce compte de formation, on pouvait aller se former pour pouvoir aller voir ailleurs si on ne pouvait pas être mieux payé et qu'il y avait une relation donnant-donnant avec l'employeur. Or, dans les décrets d'application, c'était autre chose. Les DRH nous expliquent que le droit individuel à la formation, c'est effectivement le droit au salarié de demander et le droit de l'employeur de refuser. Est-ce que dans cette réforme, on va toucher à ce droit-là? Est-ce qu'on va rectifier et on va rétablir le droit du salarié à se former pour peut-être avoir un nouveau départ, même si c'est quelque chose de totalement différent dans sa carrière professionnelle? Ou est-ce qu'on va rester dans cet esprit où c'est quand même l'employeur qui en dernier ressort va dire « tu te formes sur ce que je veux et rien d'autre ». Non, il y a cette ouverture clairement dans le projet qui étend assez largement la possibilité pour le salarié de choisir en fonction de son propre souhait les formations qu'il souhaite suivre. Et cette garantie-là, elle est parfaitement légitime, elle est parfaitement normale et elle correspond à une espèce de dissociation du financement de la formation d'un côté pour les entreprises, des besoins que peut éprouver le salarié d'un autre côté, soit pour progresser dans son métier actuel, soit pour explorer, comme vous le dites, d'autres pistes. Cela étant dit, cette évolution, elle est regardée en tout cas par moi comme positive et également par les membres de mon groupe. Maintenant, comment dire, le problème de fond reste que, malgré tout, les maltraités de ce projet de loi, je le répète, sont les petites structures. Celles dans lesquelles vous avez la conjonction à la fois d'un réel besoin d'adaptation et de formation permanent, sans doute davantage que dans les grandes entreprises, avec assez peu de moyens et assez peu de possibilités de libérer. Enfin, c'est plus difficile, en tout cas dans une PME, évidemment, de laisser partir un salarié pendant 15-20 jours de formation pour aller suivre quelque chose ailleurs que sur son lieu de travail, même si c'est le droit. Donc il aurait fallu renforcer le dispositif pour les entreprises de moins de 300. Le gouvernement ne l'a pas fait, c'est dommage. Alors, est-ce que c'est définitivement perdu ou est-ce que par amendement, et c'est le jeu de la démocratie, on va pouvoir infléchir et dire que les entreprises de moins de 300 peuvent être soumises aux mêmes règles que celles de plus de 300? On peut essayer, mais les travaux de la Commission des affaires sociales la semaine dernière ne me permettent pas de dire que les choses vont dans ce sens. On est sur une volonté... c'est un peu d'ailleurs surréaliste, puisque le Parlement va avoir 15 jours pour délibérer, alors qu'on a d'ores et déjà annoncé que la publication des décrets était pour le mois de septembre. Autrement dit, il y a 15 jours de débat au Parlement, mais il y a 6 mois pour prendre des décrets, ce qui est une forme d'inversion du débat public assez peu satisfaisante. Le texte est en Conseil des ministres le 22 janvier, mercredi. Il a déboulé en commission à peine une semaine plus tard, et nous ne sommes pas sûrs d'avoir la version finale du texte gouvernemental, puisque on en reparlera peut-être sur la représentativité patronale, mais des accords ont été passés pour qui vont modifier sensiblement ce texte. Donc on travaille dans des conditions de cohérence et de capacité d'appréhension de la cohérence générale du texte très compliquées. Et comment dire, l'esprit de la commission des affaires sociales la semaine dernière, pour le peu que j'en ai vu, ne me dit pas qu'il y ait de réelles possibilités d'amendement sur le fond. Donc il faudra compter sur la navette parlementaire et la commission mixte paritaire pour rectifier ça. D'accord. Alors on a parlé de la représentativité patronale, j'allais dire enfin, et on en avait déjà parlé ensemble, puisque sur plusieurs des événements où vous êtes présents, et je rappelle la fidélité que vous avez au Salon des CE, ça manquait quand même. Il fallait aux syndicats de salariés prouver qu'ils étaient représentatifs. En revanche, les syndicats patronaux, de fait, l'étaient. Et on peut être surpris de voir qu'une organisation qui a beaucoup de salariés était plus représentative que d'autres qui avaient beaucoup plus de patrons. Alors comment ça va se passer? Que propose cette réforme? La réforme proposée dans le projet de loi va dans le sens du rapport qu'a rendu Jean-Denis Combrexel, le directeur général du travail, cet hiver, à la demande de Michel Sapin. Il se fonde sur l'estimation de la représentativité patronale en prenant comme critère le nombre d'adhérents par fédération patronale. Il y avait beaucoup d'autres systèmes possibles. On pouvait prendre la valeur ajoutée, les effectifs, le chiffre d'affaires, croiser un certain nombre de ces différents critères les uns avec les autres pour obtenir quelque chose de plus fin. L'adhésion, ça a le mérite d'être plus facile, même si ça pose d'autres problèmes sur la multi-adhésion, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui adhèrent à plusieurs fédérations professionnelles quand elles n'adhèrent pas à plusieurs fédérations interprofessionnelles, et parfois les deux, donc il va falloir départir tout ça. Le texte prévoit des modalités de départage. Mon sentiment, vous savez que
j'ai rendu au ministre du Travail en 2009, à l'époque, un rapport sur la négociation collective de branche dans lequel je plaidais pour... On en avait parlé, on avait fait un débat ensemble la d'ailleurs. représentativité patronale, donc je suis heureux que ça vienne sur le sujet et que le gouvernement prenne cette orientation. C'est ce que j'ai souhaité, je ne suis pas critique sur le fond. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres manières de faire que l'adhésion, mais c'est ce que j'avais dit au directeur général du travail quand il a souhaité m'entendre sur le sujet. Il faut commencer par quelque chose pour amorcer la pompe, comme on dit trivialement, quitte à ce qu'ensuite on modifie le système. S'il faut modifier le système, j'ai pas de problème. L'important, c'est que dans le cadre de la négociation collective de branche, les parties à la négociation soient dans une position similaire, eu égard à la reconnaissance de leur représentativité et à son établissement. Ce système permet une forme d'établissement, très bien. Prenons celui-là. Il y en a d'autres possibles, peu importe. On commence par celui-là. Celui-là est facile à comprendre. On demandera à un commissaire aux comptes, c'est ce que dit la loi, de faire en sorte qu'il vérifie dans chaque fédération professionnelle quel est le nombre d'adhérents, puisque ça apparaît quand vous multipliez le nombre des recettes d'adhésion par la cotisation, en général, quand vous divisez, en général, vous tombez sur le nombre d'adhérents. C'est pas très difficile à trouver. Donc les commissaires aux comptes l'établiront. Il y aura une déclaration faite aux autorités du travail qui diront, voilà, telle fédération professionnelle a tant d'adhérents. On fera des élections et puis on établira les adhésions et on déterminera. On parle de fédération professionnelle, oui. On ne parle pas de syndicats patronaux qui se résumeraient à MEDEF, CGPME, UPA, Alors, etc. Le niveau interprofessionnel obéit à la même logique, c'est-à-dire que la compilation, comme pour les syndicats de salariés, la compilation se fera branche par branche et en additionnant la représentativité dans chacune des branches, on déterminera la représentativité des grandes confédérations patronales sur le plan interprofessionnel. Et pourquoi on n'a pas choisi le vote plutôt? C'est quand même plus démocratique puisqu'on impose aux syndicats de salariés. Je fais partie de ceux qui considèrent que le fait qu'il n'y ait pas de régime similaire entre les organisations de salariés et les organisations patronales n'est pas en soi un problème. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est que d'une certaine façon, les confédérations de syndicats de salariés ont une vocation d'implantation nationale pluriprofessionnelle. Les fédérations professionnelles, certaines d'entre elles sont très locales, très même réduites sur un territoire. Tout le monde peut bien comprendre que la fédération des hôtels de montagne, ils n'ont pas beaucoup de représentants au bord de la mer ou dans la plaine. Tout le monde peut bien comprendre que les viticulteurs ne sont pas répartis partout sur le territoire. Tout le monde comprend que quand vous êtes dans tel ou tel type d'activité touristique avec une fédération professionnelle, ça ne concerne pas la totalité du territoire. Donc ces disparités-là, il faut accepter de les prendre en compte et faire en sorte que, par le biais de l'adhésion, qui est un bon critère d'audience d'une organisation professionnelle dans les branches comme sur le plan interprofessionnel, donc ce critère d'adhésion est de mon point de vue pertinent. Ce n'est pas forcément le seul, peut-être que ce n'était pas le premier, je n'en sais rien, mais en tout cas il y a une forme de logique à prendre. Comment on va compiler les hôteliers de montagne avec une négociation au niveau national? On les met où? On constatera que les hôteliers de montagne représentent aujourd'hui un peu moins de 2% des fédérations hôtelières, enfin un syndicat hôtelier qui représente 2% des hôteliers du territoire national, donc ils seront comptés dans la fédération des hôtels, cafés, restaurants pour 2% des voix. Donc quand il faudra signer des accords à plus de 50% des fédérations patronales représentées dans la branche de l'hôtellerie, eh bien leurs 2% viendront ou pas abonder le seuil de 50% qui est nécessaire pour qu'un accord soit ratifié. C'est comme ça que ça marchera. Et au niveau du dialogue social national, où le MEDEF, la CGPME, l'UPA rencontrent la CGT, la CFDT, etc. Et à ce moment-là, l'hôtellerie de montagne, elle est où? L'hôtellerie de montagne, elle sera représentée, elle sera comptabilisée dans soit le MEDEF, soit la CGPME, soit l'UPA, en fonction, en fonction de la répartition qui sera faite au sein de cette fédération pour les multi-adhésions. Il y a des critères pour départager les multi-adhérents, sur lesquels il y aura des débats d'ailleurs. Et donc en fonction de ça, les fédérations apporteront leur compte, entre guillemets, au niveau interprofessionnel. Et les hôteliers de montagne sont représentés pour partie sans doute à la CGPME, pour partie à l'UPA, et sans doute un peu moins au MEDEF, parce que je ne suis pas sûr qu'ils adhèrent beaucoup. Donc ils seront représentés par leurs représentants interpro naturels. Alors, les conséquences d'une représentativité patronale, quelles vont-elles être? La première, c'est le fait que la validité des accords de branche désormais, et ultérieurement des accords interprofessionnels, dépendra de la capacité des organisations d'employeurs à rassembler au moins 50% des signatures sur l'accord. Ce qui est une volonté de qualifier la signature patronale, comme on dit, et faire en sorte qu'on s'assure, tant sur le plan des branches que sur le plan interprofessionnel, qu'aucun accord ne soit validé sans recueillir au moins l'assentiment de 50% des représentants des employeurs. C'est la principale modification apportée par ce système. Elle est très saine parce que ça place, encore une fois, dans une assez large mesure, la représentativité patronale
et la représentativité des organisations syndicales de salariés sur un plan, on va dire, quasi d'égalité, puisque la qualification signature des salariés n'est pas tout à fait la même. Mais l'idée de dire qu'on ne peut pas considérer comme valide un accord qui n'a pas été signé par la moitié au moins des représentants des employeurs est une idée qui me va très bien. Et c'est une idée pour laquelle j'ai milité depuis longtemps. Oui, ça c'est vrai, on s'en souvient. Donc on va peut-être avoir un dialogue social alors, parce que c'est vrai qu'on en a mis des qualificatifs, rénovation, modernisation, et vous étiez dans cette majorité qui a pratiqué avec Xavier Bertrand, entre autres, et Darcos, Xavier Darcos aussi d'ailleurs, ça doit être un prénom prédestiné, le changement et la mutation de la qualité du dialogue social. Comment vous le voyez aujourd'hui que vous êtes dans l'opposition, évoluer ce dialogue social ? Je pense qu'on est dans la droite ligne de ce qui a été instauré, enfin il y a déjà longtemps, parce que les conventions collectives et les accords interprofessionnels existent dans le droit social depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans et même au-delà. Législation sur les branches, les années 50, ça a quand même déjà une certaine forme d'ancienneté. On est dans la trace de la loi du 31 janvier 2007, dite loi Larcher, qui prévoit l'obligation de concerter les organisations syndicales d'employeurs et de salariés avant d'imprimer quelques modifications que ce soit au Code du travail. Nous apprenons petit à petit à faire en sorte que la norme sociale soit de plus en plus discutée de manière conventionnelle par les partenaires sociaux et de moins en moins imprimée par le législateur ou par le gouvernement. Alors, ça veut dire que nous assistons au renforcement progressif, qui est un mouvement continu, de la sphère conventionnelle, fruit de la libre négociation entre les acteurs, par rapport à la sphère législative, à la loi ou à la force du règlement qui viennent du Parlement ou du gouvernement. L'accroissement de cette sphère contractuelle, elle gêne un certain nombre d'observateurs et d'acteurs en disant il faut que la loi qui est universelle, qui s'impose pour tous, il faut le saut de l'universalité pour faire en sorte que la norme sociale soit efficace, bonne, etc. etc. À l'expérience, il faut laisser aux praticiens le soin d'en discuter, mais donc on apprend cette conversation progressive. Le gouvernement là-dessus de Jean-Marc Ayrault est dans la droite ligne de son prédécesseur, puisqu'il y a eu un certain nombre d'accords nationaux interprofessionnels aussi signés pendant le mandat précédent, sous le rapport de la consultation des organisations syndicales. Ce que nous n'avons pas encore tout à fait compris ni appris, c'est l'articulation entre le dialogue social et le pouvoir du législateur. Jusqu'à quel point est-il légitime que le législateur conteste des dispositions qui ont été négociées par les partenaires sociaux et qui auraient force de contrat si jamais il n'y avait pas de modification. Cet apprentissage-là est encore à faire. On a le débat à chaque fois et on l'aura encore à partir de demain après-midi, puisque le débat sur le texte formation professionnelle et dialogue social démarre demain après-midi à l'Assemblée. Et il y aura encore des réflexions et des remarques sur le fait que l'articulation dialogue social, pouvoir législatif n'est pas complètement assumée par l'ensemble des acteurs publics français. Alors la ligne de Salon CE pour ce semestre, c'est l'amélioration de la qualité du dialogue social. Alors moi j'ai envie de revenir aux lois Fillon qui ont inversé la hiérarchie des normes. Puisque maintenant c'est l'accord le plus proche du salarié qui est valide, le Code du travail n'est là que finalement pour l'anecdote. Je vais répondre à ça. Et donc est-ce que vous pensez que tout posé sur la NAO par exemple, ou la négociation d'entreprise, c'est vraiment remettre une qualité du dialogue social en marche quand on sait qu'on n'est pas armes égales dans l'entreprise, dans la négociation? Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du dialogue social dans l'entreprise ou dans les groupes. Je constate que, d'abord, une très grande majorité d'accords d'entreprise est signée par l'ensemble des organisations syndicales. Parce que la CGT elle-même, si je peux dire les choses ainsi, enseigne près de 4 sur 5, ce qui est quand même une proportion de signature qui est extrêmement conséquente. Et les autres organisations syndicales sont d'ailleurs à peu près dans la même proportion. Il y a donc une habitude de dialoguer dans l'entreprise qui est bonne et qui me paraît être pertinente par rapport aux problèmes qu'il y a à régler dans l'entreprise, premièrement. Deuxièmement, j'ai constaté, et vous le savez, puisqu'on a parlé de ça aussi dans cette enceinte même il y a quelques années déjà, une forme de déficit très important et très sérieux, sauf exception, du dialogue de branche, qui affaiblit en réalité, qui place l'entreprise dans une situation de devoir régler des problèmes qui devraient sans doute être réglés ailleurs ou à un niveau supérieur au sien, en termes de portée de négociation collective. Troisièmement, il reste aussi la question de l'application des accords de branche dans les entreprises, et on sait bien qu'on manque de moyens pour vérifier que chacune des entreprises qui est soumise à un accord de branche l'applique comme il faut. Tout ça fait que la conclusion qu'on a été tirée par François Fillon à l'époque, et le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, c'était de dire, si c'est comme ça, autant donner à l'entreprise les moyens de régler elle-même les problèmes qui lui sont posés et de le faire au plus proche du lieu où il se pose. Sur l'inversion du principe de faveur, vous avez raison, c'est ce qu'écrit le texte. Mais il y a
un assortiment de conditions qui est quand même pas mince, puisque le principe de faveur ne peut être inversé que si les signataires de l'accord le mentionnent dans l'accord en tant que tel. Il faut que la mention, oui, l'accord de branche, on peut y avoir dérogation par accord d'entreprise, il faut que ça soit dans l'accord de la convention collective. Oui, mais il n'y a pas jusqu'ici sur le code du travail. Quand même. La convention collective ne prime pas sur le code du travail, dans la mesure où, elle ne peut pas, elle, être plus défavorable pour le salarié que n'est le code du travail. Alors, effectivement, mais ce qui n'empêche qu'un accord d'entreprise aujourd'hui peut prévoir qu'il peut être plus défavorable que le code du travail pour peu que la branche... Si l'accord de branche mentionne que l'entreprise a le droit de déroger en défaveur du salarié, ce qui n'est jamais arrivé depuis la publication du texte. Encore. Jamais encore, mais enfin, pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Voilà. Alors, on entend l'amélioration de la qualité du dialogue social. Vous qui êtes un observateur averti, comment améliorer la qualité du dialogue social dans l'entreprise? La première chose, c'est la formation des acteurs. Et on voit bien que, d'ailleurs, il y a un certain nombre de chapitres du projet de loi que nous débattons à partir de demain qui est très directement proportionné à ça. Il y a un effort à faire de formation des représentants du personnel sur leurs fonctions, des délégués syndicaux sur leurs fonctions, de formation en matière économique, sociale et syndicale. Ce sont les termes que reprend l'article du Code du travail qui porte sur le congé de formation syndicale, qui reprend les trois aspects. On a le droit, quand on est délégué syndical, d'avoir de la formation économique, sociale et syndicale. Je regrette qu'il n'y ait pas le mot managérial dedans, d'ailleurs. Et je vais le signaler au ministre pendant le débat. Ça viendra peut-être en navette ou en commission mixte paritaire, parce que, alors je sais bien que le mot social est d'une largeur d'interprétation, enfin souffre un éventail de réalités différentes, très très large, mais malgré tout, il me paraîtrait intéressant de modifier les textes en disant il y a aussi la dimension managériale qui doit rentrer en compte pour les organisations de salariés, comme pour les organisations d'employeurs du reste, parce que les deux sont concernés. Donc cette formation des acteurs, elle est essentielle. Deuxièmement, la formation des acteurs acteurs du dialogue social, coûte de l'argent, comme les autres. Et donc, le projet de loi, et c'est très bien, prévoit que, dans le cadre du financement du paritarisme, on déconnecte le financement du paritarisme en tant que tel ou du dialogue social du financement de la formation professionnelle. Cette clarification, elle est utile. Ça va faire grincer quelques dents, parce qu'il va falloir répartir un certain nombre de budgets d'une manière un peu inhabituelle pour un certain nombre d'acteurs, mais cette clarification-là est nécessaire, et je pense que sous ce rapport, le texte du gouvernement va plutôt dans le bon sens. Troisièmement, il y a le fait de se dire que personne ne doit être exempt de cet effort de formation des acteurs, c'est-à-dire, je le répète, ça concerne tant les organisations syndicales de salariés que les organisations patronales. Et on voit aujourd'hui que, encore dans beaucoup de cas, même si ça a tendance à évoluer favorablement, mais ça va doucement, beaucoup de gens qui se retrouvent autour de la table pour négocier des accords collectifs ne viennent pas de la profession sur laquelle ils sont censés négocier. Ce qui, évidemment, produit un appauvrissement mécanique, si je peux dire les choses ainsi, des accords qui sont signés. Je crois que la formation des acteurs permettra de le faire. Deuxièmement, c'est un thème qui m'est cher, vous le savez bien, puisque je crois que c'était un des premiers sujets que j'ai abordé sur la pénibilité à Salon CE il y a quelques années, la question de l'élection des représentants du CHSCT. Ça, à chaque fois, je me fais arracher les yeux quand je le dis, mais je le pense profondément, le CHSCT ne peut plus être l'oral de rattrapage de ceux qui ont raté le CE. Ça, c'est pas possible. Et il faut prendre cette instance au sérieux, envoyer, entre guillemets, pour ceux qui sont élus qui ne le méritent pas, de vrais candidats qui sont intéressés par cette mission et qui ne sont pas désignés par défaut. Et là, on aura, entre la formation des acteurs et la répartition claire des compétences entre les IRP quand il y en a, un moyen d'améliorer le dialogue social dans l'entreprise. Merci beaucoup Jean-Frédéric, parce que cette conclusion est arrivée, bientôt vous allez prendre ma place. Je ne prendrai pas la vôtre à l'Assemblée, parce qu'on aurait un problème au niveau de l'affectation du groupe, oui, et sûrement pas dans le même groupe. Mais merci encore de cette fidélité, merci de ces éclaircissements, et de chaque fois cet apport que vous faites ici au Salon des comités d'entreprise. Et je ne peux que dire à la prochaine fois. Merci beaucoup.